Bonsoir tout le monde et au Brouchim Habayim en cette année de Yom HaZikaron très particulier qui est énormément basé sur et qui va être fondé sur le 7 octobre de cette année, qui est pour nous tous et en particulier pour l'État d'Israël quelque chose d'incroyable et de terrible et qui va être marqué à jamais. Je vous présente mon gendre, Laurent. Moi je l'appelle mon gendre et Laurent, donc pour vous ce sera Monsieur Trèves. Non, je plaisante. Donc il est professeur d'anglais, il est traducteur auprès de certaines éditions et il a eu l'opportunité de traduire un livre qui s'appelle Le 7 octobre, qui a été écrit par une journaliste israélienne et qui a été traduit dans plusieurs langues et qui raconte, ou plutôt qui narre, l'histoire de personnes qui ont vécu le 7 octobre directement, leur histoire. Je vais le laisser vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci de votre écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là et très honoré de l'accueil que tout le monde me réserve. Effectivement, l'une de mes qualités dans la vie est d'être le gendre de Ruth et René Fitoussi et surtout d'être le mari de leur fille, qui est une chance au quotidien. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'effectivement traducteur littéraire pour les éditions Grasset sur un projet que j'ai eu l'occasion ou le plaisir de co-traduire. Vous n'hésitez pas si vous voulez sinon je peux faire une plateforme pour moi. Donc un livre que j'ai eu l'occasion de co-traduire avec l'un de mes amis qui s'appelle Colin Reingewirt, de la journaliste israélienne Lee Aron, dans la, je sais pas, 15-20 minutes, comme ça. Ça va? Je sais pas, oui, ça va, 15-20 minutes? Ouais. Okay. Donc dans les 2-3 heures que je vais vous j'aimerais vous présenter un petit peu l'origine du projet, en quoi il consiste, pourquoi je pense que ce livre est absolument fondamental et pourquoi il est encore plus fondamental d'en parler en ce Yom HaZikaron, je pense plus important que jamais. Vous présenter un petit peu sa structure et en quoi le processus de traduction et de création de ce livre a été un petit peu spécifique. Avant ça, je souhaitais juste partager avec vous peut-être une espèce de remise en contexte conceptuel de pourquoi un livre sur le 7 octobre en ce Yom HaZikaron, qu'est-ce que ça dit de l'importance du souvenir. Et pour ça, je voulais partager une réflexion que j'avais eue en le traduisant en fait et en travaillant dessus à partir du moment où on m'a proposé le projet. Je repensais souvent à ce psaume que tout le monde connaît sur le « Si je t'oublie Jérusalem », que ma droite m'oublie. On dit à un moment que ma langue se colle à mon palais si je n'élève Jérusalem à la tête de ma joie. Et cette partie, si je n'élève Jérusalem, enfin que ma langue se colle à mon palais, elle m'a toujours un petit peu étonné. Le Rashi sur ce psaume n'en parle pas. Il s'intéresse à qu'est-ce que ça veut dire qu'élever Jérusalem à la tête de ses joies. Rashi suggère qu'en réalité, ma langue se collera à mon palais si je ne parle pas de la destruction de Jérusalem, même au cours des occasions les plus heureuses. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé sur la notion de souvenir, parce qu'il y a une espèce de double punition, de double peine, quoi. C'est je ne pourrai plus parler si je n'ai pas parlé. Oui. Et je pense qu'en ce Yom HaZikaron, c'est quelque chose de fondamental. Dans ce post 7 octobre, c'est fondamental. Je pense que c'est ça, l'idée qui a guidé le projet. C'est si je n'en ai pas parlé, alors je ne pourrai plus parler. Et c'est dans cette perspective de remise en contexte du souvenir que je voulais évoquer ce livre avec vous. D'autant plus que ce livre incarne quelque chose qui est fondamental, et vous l'avez rappelé, Yom HaZikaron n'est pas le nom complet de cette célébration, si tant est que le mot soit bien choisi. On se souvient pas juste comme ça, c'est pas le jour du souvenir, comme si le souvenir était un acte de pensée vide qui ne concerne que moi dans ma tête. C'est le souvenir des soldats et des victimes du terrorisme dans la protection de l'État d'Israël au global. Ce qui veut dire qu'en fait on se souvient tout le temps de quelqu'un ou de quelque chose. Le souvenir ne pourra pas souffrir, être juste une pensée vide, être juste quelque chose qui est tourné dans ma tête. Comme si le souvenir était quelque chose de silencieux que je me dois d'effectuer, mais sans qu'on sache trop à quoi ça correspond. Et donc, c'est en ce sens-là que le psaume résonne à mes yeux. Le souvenir, il ne vit que par le récit. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a que des récits du souvenir. C'est quelque chose qui est fondamental en littérature. On dit souvent qu'il n'y a pas de passé, il n'y a que des récits du passé. Il n'y a que des histoires du passé. Le passé ne vit que parce qu'on en raconte. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Et avant
d'entrer dans le descriptif ou le récit justement de ce livre. C'est quelque chose qui me tenait à cœur d'évoquer avec vous pour comprendre pourquoi je crois que ce livre apporte quelque chose de fondamental pour à la fois le peuple juif et le monde entier dans le contexte actuel tendu que l'on connaît. Ça, c'était le premier élément. Et c'est aussi pour cela qu'en réalité, ce livre, 7 octobre de Liyaron, me semble fondamental de par sa structure et son projet. C'est pas un livre général, c'est pas une macro-histoire globale, politique, sur ce qui a pu mener au 7 octobre, la responsabilité des États, etc. C'est un livre par le bas, comme Liyaron le dit elle-même d'ailleurs. Un livre par la micro-histoire, par le récit des individus. Tout comme on va rappeler la mémoire des soldats tombés au combat pour la défense de l'État d'Israël, on va rappeler ici la mémoire d'individus précis, nommés, des vrais individus en tant que personnes. Et vous le savez trop bien, dans le post-Shoah et l'histoire du peuple juif et de ses persécutions, on va avoir tendance à réfléchir en nombre, malheureusement, et Dieu sait que les médias en ce moment jouent la guerre des nombres. Ici, on va s'intéresser à un livre qui est mémorial des individus, hommes et femmes, qui sont tombés, malgré eux, qui ont été tués dans ce pogrom du Hamas. Donc, je voulais brièvement vous présenter un petit peu le livre, sa structure très particulière, avant d'entrer dans l'histoire peut-être plus du projet, qui est lui aussi tout à fait inédit. Donc, Liyaron est une journaliste israélienne qui a 29 ans, qui travaille pour Haaretz, donc un journal de gauche, peut-être l'un des seuls, en Israël. Et c'est aussi de cette position qu'elle va parler, et que je trouve, c'est une position que je trouve intéressante aussi, parce que c'est une voix plus inhabituelle dans le paysage journalistique israélien. C'est une femme qui s'est toujours intéressée au journalisme d'investigation sur les enjeux socio-culturels, socio-politiques, de corruption, de discrimination des minorités, etc. Et qui n'avait jamais avant travaillé sur ce qui s'est passé le 7 octobre, comme on peut sans doute l'imaginer, mais ce n'était pas forcément son domaine initial. J'y reviendrai, parce que ça a joué énormément. Elle a passé des heures et des heures et des jours et des semaines à interviewer les proches des victimes du 7 octobre, à se rendre à la frontière de Gaza, vu que c'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de victimes, et à passer des semaines auprès des victimes, enfin pas des victimes, mais soit de certains survivants, soit des proches des victimes, pour entendre leur histoire, comprendre par le bas ce qui leur est arrivé. Elle a visionné des heures et des heures et des heures d'enregistrements et de vidéos, soit par ce que les terroristes du Hamas avaient diffusé, ou par les vidéos de la police, qui étaient parmi les premiers arrivés sur place, et qui sont des documents d'ailleurs qui n'ont pas forcément été diffusés, de sorte à essayer de s'imprégner au plus près de ce qui s'est passé ce jour-là, pour comprendre et pour pouvoir rendre compte en toute dignité, dans la vraie perspective d'un hommage qui leur serait rendu, rendre hommage à ces individus dans leur histoire, dans leur trajet, dans leur trajectoire personnelle, aussi variée soit-elle. Donc ça, c'est l'énorme partie du livre. Chaque chapitre s'intéresse à une zone ou à un type de population. Donc le premier chapitre parle de Sderot, d'une famille qui... Le chapitre s'ouvre sur une famille qui est dans la pièce sécurisée, avec deux petites filles ensanglantées qu'elles ne connaissent pas, et qui sont arrivées, elles ne savent pas comment. Et le récit du premier chapitre, un petit peu chaotique, va essayer de faire comprendre au lecteur comment ces deux petites filles sont arrivées dans cet abri sécurisé d'une famille qu'elles ne connaissaient pas, après que leurs parents ont été assassinés. Donc on va avoir des focales sur des familles, on va avoir des focales sur des juifs du spectre politique plutôt varié. On va avoir des focales aussi, ou des chapitres entiers dédiés aux victimes bédouines, aux victimes népalaises. Vous savez que 99,5% des ouvriers agricoles en Israël en fait ne sont pas israéliens, qu'il y a une grosse main-d'œuvre thaïlandaise et népalaise en particulier. Donc un chapitre leur est dédié aussi pour montrer à la fois aux Juifs, mais aussi au monde entier, que l'attaque du Hamas était tout à fait indiscriminée de ce point de vue dans sa brutalité, à tel point que des personnes qui n'avaient aucun rapport avec ce que certains appellent la colonisation ou que sais-je, ou
l'illégalité, l'illégitimité de la présence juive et israélienne sur le territoire. Ça n'avait aucun rapport. Et ça, je crois que c'est l'un des intérêts aussi de ce livre, c'est de nous faire comprendre à tous et toutes l'étendue des victimes dans leur variété. Des jeunes, elle va par exemple parler de toutes les victimes, enfin de plusieurs des victimes du festival Nova, de certaines victimes du kibbutz Be'eri, dont certaines étaient les plus à gauche possible sur le spectre israélien. Elle raconte par exemple comment certains étaient engagés dans les trajets en ambulance pour amener des malades de Gaza dans les hôpitaux israéliens, ce qui ne les a pas empêchés de se faire massacrer, bien entendu. Mais son projet est donc de montrer et de rappeler à tous et au monde la variété des histoires personnelles. Elle va parler de certains qui étaient rescapés des pogroms en Ukraine, ou qui avaient vécu à Odessa et qui avaient fait leur alia en espérant trouver un refuge enfin en terre d'Israël, et qui connaissent le sort qu'on a pu voir. Et je crois que c'est l'une des puissances de ce livre, que je recommande donc à tous et toutes, malgré la dureté des récits, parce que Lee Aron réussit à effectuer une espèce de décentrement dans les portraits qui sont dressés, de un. De deux, elle va s'intéresser à deux types de temps. Certains chapitres sont focalisés sur le 7 octobre, ce qui s'est passé sur certains et certaines, et la fin trop brutale de leur journée. Elle va s'intéresser dans d'autres chapitres à l'histoire longue de certaines des victimes, de leur naissance à Odessa par exemple, jusqu'à leur mort 60, 70 ans, 80 ans plus tard parfois, afin aussi d'évoquer toutes les tragédies et la variété des tragédies qu'on va avoir tendance à oublier dans l'uniformisation des récits qu'on peut en faire parfois trop rapidement. Et ça, c'est l'une des forces, je crois, de cet ouvrage. Enfin, sur ce point, quelque chose qui m'a frappé, que j'ai trouvé vraiment admirable, parce que pas évident, est la dignité de l'écriture, qui était quelque chose qui m'importait aussi beaucoup dans le projet, que je crois n'est pas toujours retrouvé. Ce sont des chapitres, à mes yeux en tout cas, qui réussissent à évoquer ce jour avec toute la justesse, la finesse et le respect qu'on pourrait exiger. On n'est pas du tout dans des récits voyeuristes, d'ultra-violence, etc. On est vraiment dans le récit par le bas du respect des personnes et des individus qui ont péri ce jour-là. Et je crois que c'est une exigence éthique et journalistique qui n'est pas toujours évidente, aussi quand on cherche à faire des ventes, ce qui là n'était pas forcément son projet d'ailleurs. Et je crois que c'est l'une des forces de ce livre qui fait que, je ne vais pas dire qu'il est facile à lire, parce que vous en doutez bien, le sujet est atroce à chaque page, mais l'angle d'attaque est peut-être suffisamment original dans sa droiture pour permettre une lecture plus fine et plus empathique, ce qui est l'une des difficultés aujourd'hui avec la sur-information qu'on peut avoir de cet événement et de son après. Ce qui m'intéresse aussi dans ce livre est qu'il est écrit à deux mains, on va dire. C'est que Lee Aron en a écrit évidemment les 98%, et il se termine par deux éléments qui en font son originalité. Un, une postface d'une personne qui se trouve être son mari, qui s'appelle Joshua Cohen, qui avait gagné le prix Pulitzer il y a 2 ou 3 ans, qui est le plus grand prix américain de fiction, et pas que de fiction d'ailleurs, pour un roman qui s'appelle en français Les Netanyahou, sur la famille éponyme. Pardon ? Ah bah super. On sera heureux d'entendre votre point de vue. Et qui remet en perspective historique ce livre dans la tradition des livres du souvenir, écrit depuis le Moyen-Âge et après. Donc c'est un livre qui a une vocation à ne pas juste se faire le récit du 7 octobre, mais à s'inscrire dans une tradition trop tragique et qu'on aurait souhaité ne pas avoir à connaître et à subir encore, de la martyrologie juive, c'est-à-dire des récits écrits en mémoire des victimes des différentes discriminations et pogroms. Et donc il a une espèce de profondeur historique dans son objet même, indépendamment de son contenu, qui est, voici malheureusement, une nouvelle étape dans les livres du souvenir que le peuple juif connaît trop, qui lui ajoute une profondeur. Enfin, j'en parlerai dans quelques minutes, il se termine par la liste
trop longue de toutes les victimes recensées jusqu'ici du 7 octobre, avec leur nom et leur âge, quand il était disponible, de sorte à vraiment s'inscrire dans un mémorial, un mur des noms, ici sous la forme d'un livre. Et je crois que on le connaît dans la tradition ce qu'en allemand on appelle les Memorbuch, donc les livres du souvenir ou de la mémoire post-Shoah, que l'Ashkenaz que je suis n'a que trop fréquenté. Et là, on a vraiment ces dernières pages qui sont une ouverture vers le souvenir au sens profond et puissant du terme, à savoir le souvenir des noms. Et Dieu sait que dans le judaïsme, ce sont les noms qui vont importer. Donc là, on est dans le métapolitique, on est beaucoup plus loin que dans le pur souvenir d'un événement politique ou géopolitique. On est vraiment dans un ouvrage qui se veut une stèle mémorielle pour celles et ceux qui ont péri. Et le dernier point que je voulais partager avec vous ce soir sur la spécificité de cet ouvrage qui je crois est importante et comment il est venu à naître, parce qu'il est vraiment inédit je ne vais pas en dire dans l'histoire de l'édition, mais limite, pour reprendre les mots de l'éditeur de Grasset avec qui je travaillais, c'est que dans le post 7 octobre, l'éditeur langues étrangères de Grasset, qui s'appelle Joachim Schnarr, qui est un Strasbourgeois aussi, l'une de ses grandes qualités, s'est rendu compte qu'il allait être nécessaire rapidement d'écrire ce genre de livre du souvenir dans le post 7 octobre, parce que la mémoire allait être vite effacée au vu de la réplique sur Gaza et les événements qu'on connaît ensuite. Et il cherchait une journaliste ou un journaliste pour le faire, et c'est par contact avec ce Joshua Cohen, qui était édité et traduit chez Grasset pour la version française, qu'il a rencontré Lee Aron, qui s'est tout de suite proposé pour l'écrire, alors qu'elle travaille dans le département climat de Haaretz à l'initiale, et qu'elle est ironiquement en ce moment en année d'échange à Columbia d'ailleurs. Donc il y a une espèce d'ironie de l'histoire qui apparaît ici. Et donc traditionnellement on a le livre dans la langue étrangère et puis les éditeurs des autres pays vont vouloir acheter le droit de traduction. Là on a eu l'inverse qui s'est fait. On a un éditeur français qui a proposé à une Israélienne qui souhaitait écrire en anglais d'acheter les droits de traduction pour plusieurs pays du monde, vu qu'il est en train d'être traduit en Allemagne, enfin en allemand, en russe, en roumain je crois, et peut-être un jour en hébreu, mais ce ne sera pas Lee Aron qui le traduira. Enfin, vous voyez déjà qu'il y a une espèce de dimension un peu inédite dans le projet. Et Lee Aron a tout de suite accepté, mais sans savoir exactement ce qu'elle allait en faire. Sans avoir initialement un projet très défini, ce qui est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Et c'est en parallèle que Grasset nous a proposé de le traduire à Colin et moi, en sachant qu'on avait tous les deux des expériences de traduction et des domaines de spécialité en littérature qui étaient proches de ce genre de thèmes. Donc nous, on a bien sûr tout de suite accepté aussi parce que, et vous le savez très bien en fonction de vos profils et de vos histoires personnelles, après le 7 octobre, il y a eu un grand sentiment beaucoup d'entre nous se sont sentis très démunis face à la situation quand on était en diaspora, et même en Israël. Et donc c'était pour Colin et moi une façon d'avoir l'impression qu'on allait servir à quelque chose, parce qu'on savait que l'oubli allait arriver très rapidement, malheureusement. Et que permettre à tout un pays ou une sphère linguistique d'avoir accès à ce genre de souvenirs, ça nous paraissait absolument fondamental. Il est d'ailleurs traduit, il est aussi vendu en Belgique et normalement en Suisse dans la même langue, et donc on se réjouit de savoir qu'il y a une espèce de diffusion de ce souvenir qui va, on l'espère, s'opérer. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'elle ne l'avait pas du tout écrit au moment où les droits ont été signés, et l'éditeur Joachim savait très bien qu'il allait falloir le publier très très rapidement, parce que l'actualité internationale et géopolitique allaient faire que ce serait bientôt plus le centre des priorités, comme on s'en rend compte au quotidien. Et donc on a eu tous et toutes 3 mois pour l'écrire et le traduire. C'est-à-dire que Lee Aron a eu 3 mois pour l'écrire, et nous on a eu 3 mois pour le traduire, en même temps que Lee l'écrivait, nous on le traduisait. Alors que d'habitude on reçoit le produit fini et on le traduit, il est joli, il est bien édité du côté anglais et nous on le traduit. Là, dès qu'elle finissait un chapitre, elle l'envoyait, et on se répartissait aléatoirement entre Colin et moi le chapitre, sans savoir quel allait en être le sujet d'ailleurs, ni la longueur. Et donc dès qu'elle l'avait fini, elle envoyait le fichier Word, on le traduisait, on l'envoyait à l'éditeur qui essaie de le retravailler en parallèle, et on a avancé comme ça en 3 mois. Plus les retards, vu que comme je le racontais à ma belle famille d'ailleurs, elle écrivait tellement qu'elle s'est fait une tendinite au poignet et qu'elle a décalé, que je vois comme une somatisation du traumatisme d'ailleurs, mais pas selon elle. Et donc ça c'est quelque chose qui a été particulièrement intéressant,
dans le processus éditorial, dans le processus intellectuel, mais aussi dans le processus émotionnel. Et c'est là-dessus que j'aimerais peut-être terminer pour vous montrer que chez les littéraires, on dit souvent qu'on ne voit pas simplement le livre comme sa dimension carton-papier, mais comme toute la profondeur émotionnelle qu'il peut renfermer. C'est Jean-Paul Sartre qui disait qu'un livre est une étrange toupie qui ne tourne que tant qu'elle est lue. Et je crois que c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on l'ouvre, il y a toute sa profondeur émotionnelle et historique ici qui se dégage, et particulièrement dans ce livre. Et c'est quelque chose qui s'est senti quand Lee Aron, qui était là il y a 2 semaines pour présenter son ouvrage au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, quand on a discuté avec elle, et que, étonnamment, on savait que la traduction allait être difficile, non pas par exigence linguistique, mais par exigence émotionnelle. Et que quand Lee Aron et nous, on a passé 3 mois chaque jour à le traduire, ou à l'écrire, à y penser, et Lee encore plus que nous, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de l'extension de soi-même qui se dégage là-dedans. Et c'est pour ça que ça me tient particulièrement à cœur et que je suis ravi de pouvoir le partager ici avec vous, parce qu'il y a quelque chose de... Je n'ai pas envie de dire ceci est mon corps, ce serait malvenu, mais il y a quelque chose de très extensif, quoi. Parce que Lee nous racontait que son mari lui faisait remarquer qu'elle continuait de crier la nuit, encore maintenant, et qu'on voit qu'elle fait encore des cauchemars sur cet ouvrage. Moi, ma femme savait quand je sortais d'une session de traduction à la tête que je faisais, et mon co-traducteur, lui, ne pouvait traduire que la nuit à cause de son travail et de sa vie de famille, ce qui n'aidait pas. Joachim Schnerf, lui, racontait que pour lire les chapitres, il devait fermer la porte de son bureau chez Grasset parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient pleurer sur les pages qu'il était en train de devoir corriger. Et donc, dans l'aventure éditoriale de cet ouvrage, il y a quelque chose de l'ordre du travail d'équipe émotionnel particulièrement fort. Et je pense qu'en ce jour où la notion de Am Israël est plus forte que jamais, je crois, l'idée qu'à 5, on va dire, chez Grasset, on ait fait vivre ce livre, évidemment, à l'initiative magistrale de Lee Aron, il y avait quelque chose aussi de la montée en puissance et de la co-création de cet ouvrage qui est, je l'espère, quelque chose qui va trouver un écho chez tous et toutes si vous décidez de vous aventurer dans le livre, parce qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la transmission, de la co-création, du travail, pas juste d'équipe, ce serait trop professionnel, mais du travail éthique fort de plusieurs juifs qui ont travaillé et coécrit ça ensemble, ce qui me semble fondamental. Et c'est pour ça que, pour conclure, je voulais évoquer peut-être un paradoxe du moment et de ce genre de livre, qui est que, pour certains ou certaines non-juifs et non-juives, bon, c'est encore un livre politique, de récit. Certains vont s'y intéresser, mais bon, donc pas forcément envie de l'acheter. Et pour certains ou certaines du monde juif, c'est trop dur, trop frais. On n'a pas envie de le lire parce que c'est trop douloureux. On a de la famille, des proches qui sont appelés dans l'armée, qui ont péri, qui ont été touchés ou déplacés. Et lire ce livre est trop douloureux. Et donc on se trouve dans une espèce de vide de lectorat qui serait peut-être le pire qui puisse arriver au projet, qui serait qu'on décide finalement de ne pas écouter, de ne pas s'y confronter. Je pense souvent à la phrase au cauchemar de Primo Levi qui raconte qu'il faisait souvent le même cauchemar sortir des camps, qui était qu'il racontait son histoire à des gens et petit à petit les gens partaient au milieu de son récit. Et c'est son cauchemar obsessionnel. Et je crois qu'à minima, le simple fait de le voir en librairie pour que visuellement les gens sachent qu'il existe, que nous et tous et toutes, on l'est, ne serait-ce que physiquement comme rappel, même si on ne le lit pas, même si on le lit au rythme de 1 page toutes les 4 semaines, le fait de l'avoir, c'est peut-être précisément son projet de mémorial, cette fois au sens physique. Je vous remercie de votre écoute.